Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Aujourd'hui, je suis avec David, qui a accepté mon invitation depuis la Thaïlande où il est bloqué depuis plusieurs mois à cause du Covid. Originaire de Seine-Saint-Denis et professeur de yoga depuis 10 ans en Australie, il nous raconte comment le sport a été une porte de sortie du quartier et à quel point ça l'a aidé à se libérer des injonctions. Il n'était pourtant pas destiné à faire ce chemin, mais afin de représenter et protéger ses origines, il devient naturellement porte-drapeau. Et c'est en sachant saisir les opportunités que sa vie s'est transformée au fur et à mesure des années. C'est un combattant, il le dit lui-même, avec pour mission numéro 1, prouver que peu importe là d'où on vient, on peut avoir une vie rêvée. Je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de David. Bonne écoute. Alors moi, mon nom c'est Daouda Koulibaly, alias David. Je suis originaire du 93. J'ai grandi à Bobigny et je suis né aussi dans le 93. Maintenant, j'habite en Thaïlande et j'habite aussi en Australie. Famille africaine, d'origine ivoirienne. J'aime dire que c'est la première génération des Koulibaly de ma famille arrivée en France. J'ai 3 frères et sœurs juste au-dessus de moi, donc 2 sœurs et un frère. Et puis j'ai 2 petites sœurs en dessous de moi. Né à Bobigny, grandi à Bobigny dans les quartiers, je pense que c'était difficile. Même back in the day, il y a longtemps, je savais déjà que c'était un peu compliqué pour nous. Donc la première génération, ça fait que on n'est pas forcément aisé, on n'a pas mal d'argent, mes parents travaillent beaucoup. Et on est 6 à la maison, 6 enfants, donc c'est assez compliqué. Moi, je dis souvent que les Restos du Cœur nous ont beaucoup accompagnés dans notre enfance. Oui, c'était compliqué financièrement. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme job? Alors, mon père, à l'époque, il était chauffeur-livreur, mais en fait, il était poids lourd, enfin, chauffeur poids lourd. Et ma Ouais. mère était dame de ménage. Et toi, comment tu t'imaginais quand tu étais petit? Tu voulais faire quoi quand tu seras grand? J'avais vraiment dans le but d'être footballeur professionnel. Ça, c'était vraiment mon but. Ouais, qu'est-ce qui te faisait rêver dans le football? Ah, c'était la gloire. C'était d'avoir mon nom floqué, d'avoir les enfants avec mon nom Koulibaly sur le dos. Ça, Ah ouais? ouais, c'était vraiment fou. Et en plus de ça, j'ai eu la chance aussi d'être en France lorsqu'il y avait la Coupe du Monde 98. Voilà, super fan de foot, voir nos idoles jouer au foot et gagner la Coupe du Monde, c'était incroyable. Donc voilà, au quartier, c'était tournoi sur tournoi. On avait que ça, on va dire. Je dis le foot, c'est le sport des pauvres, si je peux appeler ça comme ça. C'est qu'avec un ballon, on peut jouer à 30, 40, on fait des tournois. Donc il y avait toujours, voilà, il y avait toujours ce truc-là. Allez, on fait un match de foot, tous les jours. On avait plusieurs matchs pendant les vacances. On n'arrêtait pas, quoi. C'était que ballon sur ballon.
Et puis un jour, je jouais avec mes cousins dans un parc pas très loin de chez moi et je rencontre ce mec qui est entraîneur du Red Star. Il me dit viens faire un test au Red Star. Et à l'époque, le Red Star était une élite au niveau de la région. Et donc j'ai été à cette détection. Et puis détection qui était très difficile à l'époque. Hein. C'était pas tu viens, tu payes et tu joues au foot. Non, non, non. Et puis j'ai passé les tests et voilà, j'ai intégré le Red Star et j'étais super content. Et donc après là, ça a été vraiment, ça a été semi-professionnel. Moi. Réellement, on a été vraiment embarqué dans un truc où c'était plus grand que nous-mêmes quoi. C'était pas je joue au foot comme ça, non, c'était vraiment une élite qui on était tous, on avait tous dans notre coin de la tête être professionnels. Et quel âge t'avais à ce moment-là? Si je me trompe pas, je devais avoir 10 ans. Ouais. Ah ouais, 10 ans déjà, t'avais été repéré. Ouais, Waouh, ah ouais, tu devais jouer vachement souvent, quoi. c'était ouf quoi. On jouait mais tout le temps et lorsque je suis rentré dans cette équipe là, ça a été la révélation. On a voyagé partout en France en fait. On a fait tous les tournois de partout. On était super connus. Enfin, le Restar était super connu à l'époque, donc il était invité dans tous les tournois, que ce soit en France, même en Italie. On allait en Belgique. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement tout ça? Ah ouais, bah, le football, moi, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, bah, l'esprit d'équipe. Même si je l'avais déjà hein, à la maison, hein, l'esprit d'équipe, puisqu'on est six, hein, c'est pratiquement c'est la moitié d'une équipe de foot, hein, déjà. Mais ouais, l'esprit d'équipe, la rigueur, aussi, je sais pas si c'est positif ou négatif, l'esprit de compétition, l'esprit de vainqueur, de vouloir tout gagner. Des fois, je suis un peu trop compétitif dans tout ce que je fais, quoi. Ouais, mais c'est ce qui te permet peut-être d'en être là où tu es aujourd'hui aussi. Tout à fait aussi, c'est vrai. Et au niveau des études, qu'est-ce que t'as fait? Des études classiques hein, jusqu'au collège. J'ai eu mon brevet. J'étais super content d'avoir mon brevet. Ouais, bah À ouais. l'époque, hein, nos problèmes sont différents. Hein. À l'époque, c'était le problème, c'était avoir son brevet, hein, le stress qu'il y avait derrière. C'est Donc clair. j'ai eu mon brevet. Je voulais faire un BEP mécanique à l'époque. Ma conseillère d'orientation m'a dit non, tu as des aptitudes, tu devrais pas faire BEP mécanique, tu devrais faire c'était une seconde technique, si je me trompe pas. Ouais. Donc, je fais une seconde technique, mais j'étais pas assidu. Je ne redouble pas, mais en fait, on me donne l'opportunité de faire un BEP en un an en électricité. Et donc, je me jette dessus, BEP en un an, je l'obtiens. Et puis après ça, je passe en bac pro. Je fais 2 ans de bac pro. Et malheureusement, l'école à l'époque, l'éducation n'était pas mon truc préféré. Et malheureusement, le fait d'avoir fait mon BEP électrotechnique et le fait d'avoir fait des stages en électricité, je gagnais plus d'argent que mon père à l'époque. Donc l'été et les vacances scolaires, je gagnais plus d'argent que mon père. Donc malheureusement, le fait que d'avoir gagné pas mal d'argent, je me disais, j'ai pas besoin d'un bac pro en fait pour gagner de l'argent. J'ai été le premier jour au bac et j'ai pas été les autres jours. Que je regrette, hein, vraiment je regrette. Ah, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'il y a certainement un problème aussi un peu par rapport à. Enfin voilà, on devrait pouvoir passer un diplôme et puis travailler en gagnant plus grâce au diplôme, par exemple, ou faudrait qu'il y ait quelque chose de motivant dans le fait d'avoir un diplôme. Moi, je suis comme toi, hein, C'est ça, exactement. enfin, j'ai un bac et c'est tout ce que j'ai en fait, moi. Mais j'ai pas fait d'études parce que j'avais pas envie non plus j'avais pas besoin. Moi aussi, j'ai trouvé mon premier job en CDI et je gagnais déjà ma vie, donc en fait, j'avais pas besoin de faire Ah, tout à fait, de hautes tout à fait. études pour avoir l'impression de réussir. Et quelque part, il devrait y avoir aussi peut-être quand même une espèce de carotte qui nous donne envie d'avoir son diplôme ou de gagner plus d'argent et donc que ça passe par le fait de plus étudier ou bon après c'est super aussi de très bien travailler et de gagner très bien sa vie sans avoir de diplôme. Enfin moi je n'y vois pas d'inconvénient personnellement mais Tout à fait. je trouve qu'il y a quand même un truc qui est pas très logique dans tout ça quoi. Et ton père, il vivait ça comment, le fait que tu gagnes plus d'argent que lui? Ah, il le prenait bien parce que dans les coutumes africaines, je sais pas si c'est la même chose dans tes coutumes, c'est qu'on aide beaucoup les parents. Donc, euh, ta paye, on va dire, en partie, elle est renversée à ton père ou à ta mère. Donc, enfin, pour le foyer, quoi. Hmm. Donc, pour lui, il n'y avait pas de problème, quoi. Il se disait, ouais, voilà, il a fait des études et
Je participais. Et en fait, ils comprenaient aussi qu'être électricien, ça avait un peu plus, je sais pas si, je vais pas dire mérite, mais en fait, voilà, être électricien contre chauffeur poids lourd. Il y a plus de technique en fait. Il y a plus de technique, il y a plus de choses à savoir et du coup. Plus de risques aussi, enfin, Hmm. voilà, proportion gardée, mais voilà, un électricien, il a des chances de se faire électrocuter, quoi. Ouais. T'as fait donc électricien et footballeur semi-professionnel du coup, ou on peut dire professionnel peut-être même, pendant combien de temps? 4-5 ans, alors de 17 jusqu'à 22 ans, allez. Lorsque tu étais bon joueur de football dans ma banlieue, on te donnait Hmm. aussi l'accès à être entraîneur de foot. On entraînait les petits, donc on gagnait de l'argent à entraîner les petits, plus les primes de Mhm. match, et plus ton métier d'électricien ou peu importe ce que tu faisais. Et aussi, tu avais un ticket pour pouvoir travailler pour la mairie en tant que animateur sportif. J'étais un peu vraiment un touche à tout, hein, le mec au charbon, quoi, très très jeune, quoi. Et les autres dans ton quartier, ils étaient comme toi ou pas? Non, 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 non. Dans le quartier, il y a différentes façons de gagner de l'argent, hein. Et donc, moi, j'ai eu la chance de vraiment aimer le sport et de réussir, on va dire, tu vois. Mais sinon, dans le quartier, non, non, c'est autre chose. Malheureusement, c'est un peu du côté illégal. On fait de l'argent du côté illégal. Donc, voilà. Et pourquoi toi t'es pas tombé dans ce truc-là et pourquoi les autres ont pas fait comme toi finalement? Selon toi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fonctionne pas pour que les gens ils aient pas envie de se battre autant que toi? La chose qui m'a amené à faire toutes ces choses-là et on va dire de réussir entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, c'est mon mindset. J'ai cet esprit de conquérant. Et, aussi, je suis pas influençable, donc c'est moi qui influence les gens, c'est personne qui m'influence. Donc toujours été assez strong, assez fort à ce niveau-là, quoi. Et une tête dure un peu. Et aussi, je fais jamais ce que les gens font. Donc si je vois tout le monde va à gauche, ben j'irai à droite. C'est exactement ça. Et donc au quartier, malheureusement, on voyait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et beaucoup de gens qui allaient dans les décides. Et moi, ça m'a pas vraiment intéressé, même si je veux dire, hein, j'ai eu aussi des gens de ma famille ou des gens vraiment très très proches de moi qui ont fait des choses, on va dire, pas très catholiques. Et voilà quoi. Donc moi, mon idée, c'était de réussir par moi-même. Et j'aimais le dire et j'aime le dire encore, mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce qui fonctionne pas selon toi justement dans les cités ou dans les banlieues en France? Qu'est-ce que tu changerais toi? Enfin, c'est quoi ton point de vue justement puisque tu as vécu à l'intérieur? Comment tu vois les choses? Comment tu penses que ça pourrait s'améliorer pour que les gens soient mieux? Ok, alors moi, je suis très très critique au niveau des quartiers parce que je me dis, moi, je suis sorti du quartier et si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc moi, je suis dans cette optique-là. Je prends la responsabilité, c'est grâce à moi. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est grâce à moi ou à cause de moi. Malheureusement, je pense que dans nos quartiers, on a été un peu trop assistés. Hein, je pense même que c'est pas les quartiers réellement, c'est pas les quartiers. Je pense que c'est un truc français, ça, un petit peu. On a un peu tout et vraiment aussi, je crache pas dessus hein, parce que comme je dis, hein, sortant des quartiers, s'il n'y avait pas les restos du cœur, s'il n'y avait pas la région et tous ces aides, j'en serais pas là. Mais d'un côté, ça peut être un mal et un bien, quoi. Ça dépend les caractères des gens. Il y a certaines personnes qui vont dire, tu sais quoi, moi je fais rien, je suis payé, j'ai la RSA, pourquoi aller travailler? Et d'autres qui vont dire, ça me va pas du tout, il va falloir que je bosse. Donc, je pense qu'on a cette mentalité. Malheureusement, je sais pas après si c'est tous les Français, parce que je veux pas parler au nom de tous les Français, mais je pense que en France en général, on a un peu cette mentalité d'être un peu assisté, et donc ça dessert, on va dire, à la cause de, allez, il va falloir que j'aille bosser, il va falloir que je pousse. Moi, j'ai vécu en Australie et tu travailles pas, tu manges pas. Donc, donc voilà, il va falloir vraiment faire le choix très rapidement de faire les bons choix, on va dire. Il y a beaucoup de pays dans le monde où si tu travailles pas, tu manges pas. C'est exactement ça. Donc, donc je pense que peut-être que ceci est un mal. Malheureusement, l'argent facile, que ce soit drogue ou dans le vol, ou c'est une porte ouverte hein. Chez nous, c'est voilà quoi. Comment tu sors du quartier moi, j'aime dire, il y a cinq façons de sortir du quartier. C'est soit tu es dans la criminalité, t'es bon à voler, ou soit t'es bon en vente des stupéfiants, soit t'es respecté parce que t'es un bon bagarreur. C'est
faut pas lui prendre la tête à lui. Soit tu joues très bien au foot, t'es très bon dans peu importe le sport, hein. Et la dernière chose, c'est rapper, chanter. Donc voilà, je pense qu'après peut-être qu'il y a d'autres, mais ça c'est les sorties, les portes majeures pour pouvoir sortir du quartier, on va dire. Et ça, t'en avais déjà conscience quand t'avais 10 ans ou c'est maintenant que t'en as conscience? Non, j'en avais conscience très jeune. En fait, très jeune, je savais que il fallait jouer au ballon, il fallait être bon, sinon on sort pas, quoi. En fait, on nous l'avait dit, quoi. Moi, j'ai un grand frère aussi qui est au-dessus de moi et voilà. David, il va falloir pour sortir du quartier, il va falloir faire ça, ça, ça ou ça. Voilà. On en a conscience très rapidement, je pense. Ça, c'était à l'époque où on n'avait pas Internet, enfin, moi j'ai connu Internet, je crois que j'avais Ouais, 15 ans, c'était le quoi. début, quoi. Ouais, tu vois. Avant ça, ouais, avant ça, c'était les seuls moyens, enfin, même au niveau de l'éducation, on avait des grands du quartier qui avaient des bacs +2, des trucs comme ça, mais ils travaillaient toujours au McDo, quoi. Donc, c'était pas vraiment une porte de sortie, quoi. C'est rigolo, tu m'as écrit un message en me disant que tu t'appelais David, autoproclamé le couteau suisse. C'est Est-ce ça. que tu peux me raconter ce qui s'est passé d'autre dans ta vie professionnelle après l'électricien que tu étais et le footballeur? J'arrête l'électricien, j'en avais marre un petit peu, il faisait trop froid, à vrai dire. Enfin, en fait, un jour, j'arrive sur un chantier et voilà, il fait froid, je suis là avec mes pinces, avec mes câbles et tout, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai froid, je peux faire autre chose, quoi. Je gagne de l'argent à jouer au foot, et j'adore travailler avec les enfants, donc voilà, je vais tout mettre sur la ville. Donc je vais voir mon père, je lui dis bon voilà, j'ai arrêté, je suis plus électricien, et je vais faire une formation d'animateur sportif. Et là, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes, t'es fou, tu gagnes plus d'argent que moi, tu vas aller animer les enfants, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc pour lui, j'étais complètement Hmm. fou. Je fais cette formation de BPGEPS et en fait j'étais payé par la ville lorsque je faisais la formation et à un moment donné ça s'arrête. Ils arrêtent de me payer, ils me disent bon David, je sais pas pourquoi, mais on m'arrête de me payer. Et à l'époque j'avais une copine et tout, j'étais fiancé avec. Non, 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 c'est pas possible. Et à vrai dire, j'ai un de mes anciens collègues qui m'appelle, il me dit tu veux être climaticien, travailler dans la climatisation? Je dis pourquoi pas? Ça gagne combien? Ah, ça gagne beaucoup plus qu'électricien. Et c'est moins cher. Je dis pas photo, allez, c'est parti. Donc je deviens climaticien en peu de temps. On faisait de la plomberie aussi. Donc j'apprends la plomberie au même moment. Vraiment couteau suisse, quoi. Donc électricien, plombier, climaticien. Et je décide à ce moment-là de tout claquer et de partir à Nice. Comme je t'ai dit, j'étais fiancé. Et malheureusement, c'est mal passé à un moment donné avec ma future épouse à l'époque, hein. Donc on se sépare et donc je prends un gros coup dans le ventre sur cette séparation. Donc, pour moi, c'était super important. Et mon collègue me dit, vas-y, on va aller jouer au foot dans le sud de la France. Et donc voilà, je déménage, je prends un camion, je prends mes affaires et je descends dans le sud de la France. On jouait en PHA à l'époque et franchement, on était payé, on était tranquille. Donc ça, place l'électricité. Et ouais, je me mets à la boxe anglaise, qui était une nouvelle discipline pour moi. J'adore la boxe anglaise. Donc je fais du foot. Lorsque je suis au foot, je suis à la boxe. Quel rapport t'as avec le corps en fait? Pourquoi tu t'attaches autant d'importance au sport en règle générale? Ouais, bah ouais, c'est ce qui me permet de me défouler. Déjà, je suis un hyper actif depuis ma toute jeune enfance. Voilà, c'est mon tout, quoi. C'est mon équilibre. C'est le foot, après la boxe. Mais voilà, il me fallait quelque chose. Il me fallait mon défouloir, quoi. Et j'attache une grosse importance. C'est mon équilibre mental et physique. Aussi, à l'époque, t'arrives à Nice, il faut que t'aies des tablettes de chocolat. Comment tu fais pour être tout le temps motivé pour aller faire du sport enfin, je sais pas, moi je suis une grosse feignasse, hein, donc moi même si je sais qu'il faut que j'ai un petit cul parfait pour la plage, il y a un moment donné quand j'ai pas envie, tu vois. Je Qu'est-ce qui te comprends. motive toi toujours? Alors je sais que le fait d'être beau gosse c'est important, mais Mhm. je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu aies envie en permanence de te défouler, de. Le fait d'avoir commencé très jeune, donc c'est resté en moi, ça a toujours été, enfin, c'est en moi. Donc c'est une habitude. Si je ne fais pas de sport, je me sens pas très bien, je me sens un petit peu out, tu vois. Ouais, comme quoi c'est important de faire du sport jeune en fait, parce qu'après t'as la mémoire physique en fait, t'as la Ouais, mémoire corporelle. c'est ça.
Et du coup, ça te donne envie d'en faire toutes les vies. Moi, j'en ai pas fait assez quand j'étais gamine. Enfin, j'ai fait plein de sports différents, mais pas de façon assez intense, en fait. C'est une fois par semaine, comme ça, le mercredi après-midi, ou à l'école, quoi. Et je pense que du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis... Enfin, quoi que je m'améliore. Mais je suis quand même pas sportive comme toi. J'ai plus de graisse que de muscles comparé à toi. Plein de muscles et pas un pet de graisse. Comment? Donc, t'es à Nice et ensuite, tu pars en Australie. Ouais. Les Parisiens, là, les deux Parisiens, on était connus sur la côte, si je peux dire. Et on était pas mal dans le journal, on gagnait tous les week-ends, tout ça. Donc on s'est dit, bon, on va commencer à regarder ailleurs aussi. Et on a des contacts qui nous disent, voilà, il y a possibilité d'aller jouer au ballon. C'était l'Australie, Dubaï, et il y avait le Pérou aussi qui est venu de je sais pas où. Ouais, vous pouvez aller jouer au Pérou professionnel. On s'est dit pourquoi pas, voilà. Et l'Australie, ça nous a un peu plus parlé que les autres. On a regardé le championnat australien. Le niveau, il est pas super, mais au moins on va signer pro, on va gagner pas mal d'argent, tout ça, pourquoi pas, quoi. Et donc voilà, on se décide, on claque tout, encore une fois, hein. On plie les Gaules, on va dire, on rend notre appartement, on remonte à Paris, 6 mois, je crois, c'était 6 mois, c'est à tout casser, pour faire un peu d'argent, et on s'est dit, voilà, on arrive, l'Australie nous voilà. Et on arrive en Australie, on débarque en Australie. Génial. Ouais. Et tu parles anglais? Non, pas du tout, j'arrive en Australie, comme on dit chez nous, casse-dalle. J'arrive avec rien. La fin de mes études, c'était en professionnel. On n'avait même plus besoin des. À l'époque, on n'avait plus de cours d'anglais, quoi. Donc pour ceux qui nous écoutent, le mec avec qui je parle, là, David, maintenant, il parle anglais parfaitement. Il est marié avec une Australienne. Il a une petite fille qui lui parle en anglais et en français. Enfin bon, C'est ça. c'est dingue, c'est dingue. Et ça, c'était il y a combien de temps? T'es arrivé en Australie quand? En 2010, 16 octobre, j'arrive directement à Sydney. Comment ça se passe, le début de l'Australie? Le début, il a été un peu compliqué jusqu'à ce que on commence à parler avec la personne qui nous a amenés pratiquement en Australie. Il nous dit voilà, on a un boulot pour vous au départ déjà, commencez à travailler et puis on a un club par la suite. Et voilà, et donc on pouvait envoyer de l'argent à la famille en France. Et voilà. Et après, le ballon est arrivé très vite. Déception aussi. On est prêt à signer pour un club de Ligue 2 en Australie. Et à la dernière minute, ils ne font pas signer. Dégoûté, on rentre, enfin on est à la maison, on se dit quoi faire, on se dit bon allez, on plie les Gaules et on va au Pérou, on va jouer dans un autre club quoi, ou dans un autre pays quoi. Au fur et à mesure, on reste. Alors moi je rencontre ma femme, donc une bonne motivation pour rester. Et mon collègue rencontre aussi sa femme et on joue aussi pour une nationale là-bas en Australie. L'Australie c'est très sportif en fait. Tout le monde est dehors, tout le monde fait des bootcamps, tout le monde fait des exercices à l'extérieur. Et je voyais ce mec-là qui faisait des exercices à l'extérieur. Je disais mais attends, c'est ce que moi je fais moi. C'est ça moi, je suis prof de sport. Je me dis allez, il est temps de réaliser ce rêve et de faire prof de sport. Et donc je me lance, je commence à donner des cours de boxe parce que je boxais, bien sûr depuis Nice. Je commence à donner des cours de boxe et je deviens personal trainer. Je donne des cours de fitness dans des parcs. Et là, franchement, ça a été super, quoi. Et j'étais un des seuls à faire ce que je faisais, quoi. Enfin, les profs de sport avaient un style différent et moi, mon style était parisien, quoi. Il était tough, quoi. J'étais un peu dur, et j'étais un peu marrant. En plus de ça, j'étais black, donc enfin, je suis black. Dans le parc, on voit que moi, quoi. Donc j'ai pas mal de succès en tant que prof de sport. Donc tu étais devenu suffisamment à l'aise en anglais pour coacher des gens et Ouais, tu te ouais, donnais les moyens d'y arriver, quoi. ouais. Mon anglais il était pas mal, quoi. Je pouvais donner un cours, pas de souci, tranquillement. Et comment tu te sens en Australie? Ouais, l'Australie, c'était génial. Franchement, c'était encore, ben, vu que lorsque nous on arrive en 2010, en fait, c'était le rêve américain. Et ben là, c'était le rêve australien. Parce que tu avais la possibilité de tout faire, tout et n'importe quoi. Tu décidais de faire. Aujourd'hui, je suis prof de sport. En fait, t'es prof de sport. Si t'es électricien, t'es électricien. Et on m'a jamais demandé de diplôme. On m'a juste dit, C'est facile, en fait. voilà, on m'a mis sur le fait accompli. Est-ce que tu sais faire? Ah, bah oui, il sait faire. Bah, c'est bon. Et c'est ça, c'était extraordinaire. Et en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai pas fait que ça. En fait, j'ai été mannequin à un moment donné. J'ai travaillé sur des films.
J'ai fait des apparitions sur des séries. Sentiment de je peux tout faire, t'es super heureux, tu te sens bien, tu te sens libre. T'as plus ces restrictions que t'as dans le quartier où des fois en France, malheureusement, les élites sont dans les élites et les gens qui sont pas dans l'élite, ils sont pas dans l'élite. Là, moi où j'habitais avec des gens qui avaient beaucoup d'argent, des pseudo stars. Ouais, on catégorise pas les gens, en fait. On met pas les gens dans des cases et Exactement. surtout, on n'a pas besoin de forcément de CV alors qu'en Voilà, France, il faut avoir un CV, puis il faut avoir un bac plus 12 et puis c'est ceci, ça, puis cela. c'est ça. Enfin, et puis même quand tu es entrepreneur, c'est pas évident, alors que là-bas, ça a l'air plus simple, effectivement. Voilà, on voyait comme ça, on voyait il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités. Après, bien sûr, il y a des barrières, il y a des choses où j'ai pas pu faire, mais là, je te parle du positif. Il y avait beaucoup plus de positif que de négatif, quoi. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir en toi de vivre en Australie? J'ai pas réellement beaucoup changé, en fait. J'ai toujours été, encore une fois, mieux servi par soi-même, un conquérant, un acharné, très, très motivé déjà à la base. Grâce à cette motivation, je pouvais ouvrir les portes très, très rapidement, donc ça m'a permis de continuer à pousser, vraiment pousser à faire beaucoup plus de choses, dire, bah voilà, hey, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux gagner ma vie? Comment je peux être mieux perçu dans la société? Ou voilà, et comment je peux aussi impacter les gens autour de moi et les gens en France, quoi. Parce que moi, j'ai toujours eu dans cette idée, moi, malheureusement, heureusement, je pense être un porte-drapeau pour mon quartier, pour ma couleur de peau, pour mes origines, pour ma famille. J'ai une idée derrière toutes les choses que je fais, c'est d'inspirer, de motiver, de changer les choses, voilà, changer les mentalités. Est-ce que tu le vis un peu comme une responsabilité aussi, justement, porte-drapeau, c'est un peu porte-fardeau aussi ou... Ouais, ça des fois malheureusement, mais non, ça me booste. Encore une fois, c'est beaucoup plus positif que négatif. Des fois aussi, c'est un peu, c'est contraignant. Non, franchement, c'est ma motivation première et je mourrai avec ça. Je vais mourir avec ça, avec cette idée-là d'être quelqu'un qui va changer les choses, quoi. Et pourquoi tu veux changer les choses? Je suis né et grandi avec beaucoup de points noirs, avec beaucoup de cases. On m'a mis dans plein de cases. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, on a toujours pris le négatif. Je me souviens même, ah, les électriciens, ah ouais, c'est des escrocs. On a toujours mis quelque chose sur, ah ouais, les combattants, c'est des violents. On n'a jamais dit, ouais, mais les combattants, ils sont disciplinés, ils sont forts, on a toujours malheureusement dit, ah, mais ces gens-là, ah ouais, tu fais partie de cette catégorie-là, mais tu sais que cette catégorie-là, elle est comme ça. Et donc, moi, j'ai toujours dit, non, attends, on va vous montrer que les choses sont différentes. Je vais changer la perspective sur les gens de quartier, sur les gens de couleur, sur les gens de mon origine, tout ça. J'ai toujours ça a toujours été comme ça et ça restera toujours comme ça. Et peut-être c'est selfish, hein, peut-être c'est égoïste, il y a une partie égoïste ou une partie égoïstique, ouais, de ma personne qui veut laisser une marque dans ce monde. Et je dis, oubliez mon nom, souvenez-vous de mes actes. Il y a des choses où je vais les cacher. Il y a des choses que je vais cacher. Par exemple, je suis prof de yoga. À certains moments de ma vie, je le disais pas forcément. J'attendais que les gens me connaissent. Parce qu'en fait, des fois, malheureusement, hein, et ça va dans les deux sens, hein, ça va dans les gens qui sont pas dans les quartiers et les gens qui sont dans les quartiers. Parce que moi, être prof de yoga dans les quartiers, au départ, il y a certaines personnes, ah, t'es prof de yoga, ah, Christian, t'es dans une secte, t'es là. Les stéréotypes des profs de yoga, il y a 7 8 ans en arrière, c'était pas positif, hein. Le mec, il est perché, il a des problèmes, tu prends de la drogue, tu vois. C'était pas Mais positif. surtout en France, alors, pas en Australie. Si, en Australie aussi? Non, non, en France, en France. En Australie, non, en Australie, t'es prof de yoga, ouais, c'est super, mais le yoga, allez, 5 ans, ça fait 5 ans que les gens en parlent bien, hein. Avant ça, c'était, Ouais, ah, je le trouve que yoga, c'est cool même. C'est tendance maintenant. ouais, c'est tendance, ça, ouais, c'est bobo même. Mais avant ça, Ouais. c'était non, le yoga. Oh. Enfin, les gens de mon quartier. Hein. Après, moi, je parle pas des Parisiens. Hein. Comment on passe alors de footballeur professionnel à électricien, coach sportif, boxeur, à prof de yoga? Ouais, c'est ça le petit saut. Alors, c'est grâce ou à cause de ma femme. Au départ, quand on se rend compte, elle me dit, tu sais, j'aimerais bien t'amener dans une classe de yoga, mais ça va être difficile. Du yoga Bikram. Je sais pas ce que c'est. Bah. Et donc, moi, mon ego.
très difficile, bah, je vais le faire tout de suite. En fait, elle me met dans cette classe et avant, elle me briefe, elle me dit, si c'est trop difficile, tu sais, tu peux faire la position de l'enfant. En fait, tu t'assois sur tes talons avec tes genoux ouverts. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle sait pas que je suis black et que je suis un athlète, il y a pas. Le Bikram yoga, il faut peut-être en expliquer un peu ce que c'est. C'est du yoga, mais dans une... Dans une salle chauffée à 40, 45 degrés. Donc super chaud, super humide. T'es en nage, tu as une trentaine de positions, les mêmes, mais t'as 1 heure et demie de classe. C'est complètement, c'est fou quoi. C'est intense. Une des choses les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie. Donc super super intense. Et j'arrive à cette classe là et il faut l'impressionner. Attention, c'est les premiers rendez-vous, tout ça. Donc je me donne à fond, je m'arrête pas. Difficile. Je rentre à la maison. À l'époque, on n'habitait pas ensemble. Je parle à mon meilleur ami, je lui dis, elle a essayé de me tuer, en fait. Je crois qu'ils ont essayé de me tuer. Et c'est une secte, leur truc, c'est des fous, quoi. Mais en fait, mon ego, j'ai pris un gros coup dans l'ego parce que, lorsqu'on faisait la classe, même les gens âgés, ils faisaient pas des grimaces, ils tombaient pas. Alors moi, je tombais, je faisais des grimaces. Et voilà, moi, mon ego, c'est, ah bon, attends, s'il y a quelqu'un qui sait le faire, ben moi, je vais être meilleur qu'eux, quoi. Et donc voilà, après ça, c'était parti. Et puis Danielle, elle faisait du yoga, du vinyasa, c'est un yoga dynamique. Et puis à un moment donné, elle a marre de son travail, elle travaillait en assurance, si je ne me trompe pas. Et puis elle en a marre de son boulot, et je lui dis mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me dit je sais pas moi, j'aimerais faire du yoga. J'aimerais bien être prof de yoga. Puis je lui dis bah vas-y. Elle me dit mais non, on peut pas faire comme ça. Je dis mais pourquoi pas? Je dis regarde moi. Là, les métiers que je fais tous les jours, je change de métier. Je dis, bah, vas-y, bah, ok, j'ai une condition, si je le fais, tu le fais avec moi. Et moi, je lui dis, ouais, vas-y, t'inquiète, ouais, je le fais avec toi. Et j'étais pas sérieux quand j'ai dit ça, en fait. J'étais juste comme ça, quoi. Et en fait, elle revient avec les papiers, elle me dit, ouais, c'est bon, tu sais que tu peux signer, tout ça, nanana. Je dis, ouais. Après, moi, j'ai viens avec mes excuses, mais t'as vu, mon anglais, il est pas très bon, tout ça, nanana. Elle me dit, T'as été embrigadé, en fait. embrigadé, voilà. T'es chiche, pas chiche, ouais, je suis chiche, ouais, voilà. Pourquoi pas, de toute façon, je suis prof de sport, le yoga, ça va m'aider. Et en fait, ça change ma vie aussi. J'ai toujours été spirituel, j'ai toujours été amoureux des religions. Moi, je suis un étudiant, en fait, aussi en théologie. J'ai toujours été, depuis très jeune, vraiment très près d'une force, d'un Dieu, quoi. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a une religion en particulier Moi, je suis musulman. Parents très croyants. On a toujours grandi dans l'islam. On nous a toujours poussé à rechercher un petit peu plus. Les parents sont super ouverts, donc après, on va dire tous les parents des quartiers en fait. Hein. Ils nous poussent pas, ils nous disent pas, vous faites, c'est comme ça quoi. Tu fais ou tu fais pas quoi. Donc moi, j'ai toujours été passionné de ça. Moi, j'ai lu tous les bouquins possibles et imaginables. J'étais un bon étudiant, si je peux dire ça, sur toutes les religions aussi en général. J'ai lu le Talmud, j'ai lu la Bible. Voilà, je me suis recherché pas mal, quoi, aussi, parce que aussi, on m'avait donné quelque chose, on m'a dit, voilà, il y a ça. Maintenant, cherche, fais ce que tu as envie de faire. Et je dis, ah bah ouais, je vais chercher. Et donc, ouais, j'arrive au yoga avec à peu près aussi ce côté spirituel et religieux. Et donc, le yoga, je m'embrigade dans le yoga et voilà, je tombe vraiment dans... Et pourquoi t'étais spirituel comme ça? Qu'est-ce que tu cherchais dans la spiritualité? Qu'est-ce que ça t'apportait? Lorsque tu es pauvre, il faut que tu t'accroches à quelque chose. En fait, ça enlève la pression, en fait. Le fait d'être religieux ou de croire en quelque chose de plus grand que soi, ça enlève beaucoup de pression, et beaucoup de pression sur les épaules. Entre la chose que tu as envie de faire, entre toi et la chose que tu as envie de faire, il y a un Dieu entre les deux et tu dis, bon, si Dieu le veut, et donc j'ai cette aide, cette higher force, cette force supérieure qui va m'aider. C'est une chose en plus, c'est un atout en plus. Enfin, c'est ce que moi je vois et c'est comment nous on voit les choses. Et lorsque tu viens de quartier et que t'as pas grand chose, tu t'accroches à quelque chose qui est plus grand que toi et au final tu sais toute chose a une raison, toute chose a une cause et en fait ça t'aide. Dans la vie de tous les jours, ça t'aide beaucoup. Et en fait aussi ça m'a beaucoup aidé à rester dans le droit chemin parce que j'aurais pu faire des bêtises. Hein. En habitant dans les quartiers, tous les jours tu peux faire une bêtise quoi. Et le fait d'être religieux, ça te permet de dire bon tu sais quoi, il y a le karma, tu vois, faut faire les choses bien on va dire.
C'est quelle religion, du coup, qui t'a vraiment mis dans le droit chemin? C'est toutes les religions, tu penses? C'était la sagesse des religions en règle générale ou c'est... C'est vraiment l'islam, en fait. Parce qu'en fait, dans la religion, en islam, toutes les autres religions sont valables. Chez les musulmans, toutes les religions monothéismes, qui est la chrétienté et le judaïsme, font partie de l'islam. Donc au final, on n'a pas réellement de problème avec d'autres religions, quoi. En fait, c'est ça, c'est juste une pièce du puzzle, quoi. En tant que musulman, tu es chrétien et tu es juif. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que beaucoup de gens voient les choses. Et donc voilà, donc il n'y a pas de séparation en fait, rien. C'est la même chose. C'est l'islam qui t'a permis justement de rester dans le... Enfin, c'est la religion, le fait de croire en quelque chose, d'avoir quelque chose au-dessus de toi et de te sentir finalement épaulé qui t'a permis de pas porter une responsabilité seule que de faire les choses bien, quoi. C'est ça. Et de pas faire de bêtises. Mm. S'il n'y avait pas la religion, j'aurais été en prison plusieurs fois. Tu n'as pas de limite en fait. Dans les quartiers, tu vois de l'argent qui passe toute la journée. Pourquoi pas, quoi. C'est facile. C'est facile. Voilà. C'est facile de faire des choses mal, quoi. Bah oui. Je disais récemment à ma femme, en fait, on n'a pas la même perspective. Lorsque tu habites dans un quartier et que tu vois les gens qui vendent du cannabis, c'est normal. Donc si c'est normal, toi dans ta tête, c'est pas mal, quoi. Tu dis, ok. Ma femme est australienne et pour elle, elle a toujours, depuis qu'elle est jeune, elle a toujours bu du vin ou de l'alcool depuis qu'elle est toute jeune. Et pour elle, c'est pas mal, c'est normal. Et pour moi, c'était pas normal, pas forcément normal de boire de l'alcool. Je disais, non, ça va m'amener à faire des bêtises, même si j'en ai bu, même si j'ai essayé. J'avais avoir certaines limites m'a permis de dire voilà, va falloir que je fasse pas ces choses-là. Mais en fait, ce qui est important, c'est de changer de fenêtre, de voir les choses d'ailleurs, en fait. Et quand tu es habitué à quelque chose, tu trouves ça normal, effectivement, alors que c'est pas forcément ta normalité, en tout cas. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être normal ou pas être normal? Mais en tout cas, de pas forcément faire les choses parce que les autres le font, juste trouver ce qui te convient, quoi. Mhm. C'est toujours une question de perspective, je le dis toujours. Je dis comment on voit les choses. Dans un pays, on va le voir comme ça. Dans notre pays, on va le voir comme ça. Dans une région, on va le voir comme ça. Même dans un quartier, entre quartier et quartier, ils voient des choses différemment. Et tu bois pas d'alcool, toi, Je aujourd'hui? ne bois pas d'alcool, non. Moi, la dernière fois que j'ai tenté de boire de l'alcool, peut-être j'avais 16 ans. Donc ça colle pas avec moi, ça colle pas avec mon esprit. En plus de ça, être bagarreur comme je le suis, ça m'a amené, sur les peu de fois que j'ai essayé, à vouloir ouais, viens, on se tape dessus, viens. Ouais, ça te fait sortir tes vieux démons, en fait. Voilà, ça enlève mon côté rationnel. Ouais, non, faut pas faire ça, c'est pas gentil, tout ça. Là. C'est ouais, bah vas-y, on se tape dessus, quoi, pourquoi pas, quoi. Ouais, c'est ta façon à toi de rester, d'être dans le contrôle, en fait, Ah aussi. ouais, ouais, je suis tout à fait dans le contrôle et je l'ai toujours été, en vrai, et voilà, toujours conscient. Conscient. Parce que pour toi, de pas être dans le contrôle, c'est ne pas être conscient. Ouais, bah oui. Malheureusement, heureusement, ces drogues ne te permettent pas d'être conscient à certains niveaux. Si tu en prends trop, enfin moi, dans mon idée, hein, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais ce que je connais, ce que je vois, mes amis, tout ça, hein, et même ma femme, lorsque tu bois trop, à un moment donné, ou blackout, ou j'étais bourré. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'as pas le contrôle sur toi. Ça m'arrivera pas. Il faut que 100%, j'ai le 100% de contrôle de moi. Que tu maîtrises les choses, Que que je tu te maîtrise. maîtrises toi-même et C'est que ça. tu... C'est ça. Parce que t'as peur de toi-même, sinon? T'as peur de ce qui pourrait se passer? Tout à fait. Enfin, plus maintenant. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passerait si je ne suis pas dans le contrôle. Maintenant, j'ai beaucoup plus de maturité, de sagesse. Je suis papa, hein, donc on fait pas de bêtises, tout ça. Mon ego est beaucoup moins élevé qu'à l'époque. Parce que t'as peur de la mort aujourd'hui, c'est ça le problème avec ton ego, c'est justement le fait d'être conscient qu'il y a une fin. Ouais. J'ai peur de la mort d'une certaine façon parce que j'ai rien accompli. Ça voudrait dire quoi alors accomplir quelque chose pour toi? Ce serait d'être reconnu par les actes, d'avoir fait ah tu sais vous savez vous pouvez sortir du quartier. Un tel a fait ça. Et aujourd'hui il a été successful, il a été reconnu pour ce qu'il a fait. Même si aujourd'hui on peut me le dire, on pourrait le dire, mais je pense pas que ça a assez d'impact.
J'espère que ce sera un impact, mais moi je trouve que t'es quelqu'un de successful, sinon je t'aurais pas invité. C'est gentil. Pour moi, t'es quelqu'un de très inspirant et moi je te tire mon chapeau d'avoir réussi à faire tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui déjà, d'être dans le contrôle et en même temps de pas te mettre de barrière, de te dire voilà j'ai envie d'essayer ça, je vais le faire. Je sais pas faire du yoga, tout le monde critique le yoga et ah bon vous pensez que je suis pas capable, bah tu vas voir je vais te montrer que je suis capable. T'es toujours en train de te battre justement avec ton ego Ouais. finalement pour lui dire chut, tais-toi c'est bon j'ai envie de faire ça je vais le faire et puis je vais me prouver à moi-même que je peux y arriver et moi, je trouve que tu réussis tout ce que tu accomplis, tu le réussis. En tout cas, tout ce que tu as envie de faire, tu y arrives. Donc, il y a des choses que j'ai réussi dans ma vie, mais je pense que il va falloir ouais, être un peu plus entendu, Être plus visible, en fait. plus visible, en fait. Voilà, c'est ce que je veux, la visibilité. Et c'est vrai que je suis en train de créer d'autres moyens comme toi, podcast et tout. J'ai hâte de mettre ce projet en marche, quoi. Et donc, ton podcast s'appelle Be a Better You, c'est ça? Ouais, becoming a better you. C'est ça, pousser les gens à devenir meilleurs et meilleurs, c'est ça. C'est vraiment ça la motivation. Moi, je dis souvent, j'ai ma citation préférée, on la trouve dans les toilettes. Laissez cet endroit meilleur que vous l'avez trouvé. On pense que la sagesse, c'est dans les livres philosophiques. Elle est partout, la sagesse. Elle est partout. Et donc voilà. Donc, je vais laisser. C'est une certitude que je vais laisser un impact dans ce monde. À moins que je parte demain. Mais sinon, si on me laisse un peu plus de temps, je ferai quelque chose de grand. Que ce soit juste pour ma fille, que ce soit juste pour ma fille qu'elle se dise, waouh, mon père était comme ça, comme ça. Et pour ma famille, Ça commence déjà par là, par les proches, par ceux ouais, ça qu'on commence aime. par le prochain, tout à fait. Faire du bien autour de soi, déjà. Ça commence par soi, déjà, moi-même, tu vois. Comme je dis, je veux être la meilleure personne que je connais. Donc ça commence par moi. Et après, ma femme, ma fille, mes parents, ma famille, et voilà, mes amis. Et au fur et à mesure que les enfants se reconnaissent, ils se disent, c'est un tel. Et comme je dis, le nom n'est pas important. Il y a un mec d'un quartier où vous vous souvenez, il a fait ça. Voilà, c'est très bien. Ouais. Et donc, en ce moment, t'es en Thaïlande parce que comme beaucoup de gens, t'étais parti en vacances. Alors, toi, t'étais en France et tu retournais en Australie, c'est ça? C'est ça. Ça fait 2 ans de France, on a dit bon allez c'est bon, il est temps de retourner à la nature parce que Paris c'est quand même assez pesant. Et donc on retournait en Australie et on s'est dit bon on va passer 3 mois de vacances en Thaïlande et puis on s'est retrouvé bloqué ici en Thaïlande, qui n'est pas un mal du tout, je me plains pas du tout, je suis super heureux. C'est vrai que Morgane va me dire bah oui, Ouais, tu m'étonnes. tu devrais être heureux bien sûr. Alors, je suis super heureux d'être là. C'est un très beau pays, mais c'est vrai qu'on a envie de rentrer là. On essaie de trouver un avion de rapatriement pour pouvoir rentrer. Mais c'est difficile. Ouais, le problème, c'est que vos billets, ils ont été annulés 4, 5, 6 fois, quoi, c'est ça? 6 fois maintenant. 6 fois, Six ouais. fois, Billets d'avion annulés 6 fois, donc ça fait 9 mois que vous êtes en Thaïlande. 9 mois qu'on est en Thaïlande, ouais. Mais franchement, je suis super content. J'ai eu la chance aussi, encore, touche à tout, de faire une formation de Thai massage. Donc je suis Thai masseur maintenant. Aussi Wow. ajouté à la caisse à outils. Aussi, je fais du Reiki maintenant. Je suis Reiki niveau 2. Donc je fais du Reiki à distance, Reiki en personne. Et on continue nos cours de yoga en ligne. C'est incroyable de voir ton parcours et de se dire que ouais, t'es né à Bobigny. C'est ça. Finalement, c'est le foot qui t'a fait un peu sortir de tout ça. Et comme tu C'est dis, ça. il y avait que 5 solutions et toi, t'as choisi le foot. Tu t'es enrichi spirituellement. T'as sauté sur toutes les opportunités qu'on t'a proposées. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la première clé qui existe, c'est d'essayer, de tenter des choses. Puis tu t'es retrouvée en Australie, mariée avec une Australienne, avec une petite fille métisse et trop belle. Ouais. Et à devenir prof de yoga, master Reiki, Thai massage thérapeute en Thaïlande. Ouais. Et puis tu lances un podcast et tu t'es même mis à la crypto-monnaie. Et oui, je dis souvent que nous, on n'a pas eu l'accès à la bourse, on n'a pas eu, surtout en venant d'où je viens, comprendre la bourse, comment travailler son argent, comment investir. On n'a jamais eu cette éducation, quoi. Même à l'école, quoi. On nous a appris d'aller travailler, mais pas comment
Faire prospérer budgétiser, son argent. voilà, tous ces trucs-là, voilà. Et là, depuis que je suis dans le monde de la crypto, j'apprends tous les jours. C'est super, je suis Comment super. t'arrives à gagner ta vie avec en ce moment ou pas? En fait, oui. Alors, je gagne pas mal d'argent, mais c'est pas mal de stress, c'est pas mal de temps, en fait. Je suis passé à investisseur, donc j'achète et j'attends. On gagne de l'argent parce que oui, la valeur des pièces ou la valeur de la crypto-monnaie a explosé, mais vu que tu les sors pas, en fait, elle peut redescendre. Donc, je suis confortable. Donc je termine juste avec quelques questions. Oui, dis-moi. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Ouf, ouh là là. Déjà, j'ai pas le choix parce que sinon, on va me tuer quand elle sera plus grande, ma fille. Non, je suis fier de ma fille, c'est une fille extraordinaire. Moi, je suis assez dur avec ma fille quand même, parce que comme on a grandi, il y a des bonnes choses aussi de grandir comme on a grandi, tu vois, avec pas beaucoup de moyens, donc ça te permet aussi d'avoir beaucoup de respect pour plein de choses et avoir une rigueur, une discipline, certaines valeurs, quoi. Donc, je suis assez dur avec ma fille à ce niveau-là, mais c'est une fille super, elle est extraordinaire, elle est super gentille, elle aime partager, elle a beaucoup de qualités, donc je suis super fier d'elle. Bien sûr, ma femme, mon épouse, elle est extraordinaire. On travaille ensemble, on vit ensemble, on voyage ensemble, on fait tout ensemble. Donc, je sais pas comment elle arrive à me supporter, hein, parce que je suis un petit peu casse-pied. T'as une sacrée énergie en tout cas, Ouais, ouais. j'ai sacré. Je suis super fier de ma famille. On est une famille en or, on est vraiment soudés. On est là pour nos parents et nos parents sont là pour nous. Et donc ça, c'est les trois choses. Et bien sûr, hein, être sorti du quartier, d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir ce mindset, parce que franchement, tout revient à cet esprit de conquérant, de tout casser, de leur montrer que je suis meilleur que ça, c'est une grosse fierté pour moi. Quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui ou aux gens en règle générale d'ailleurs Mhm. pour être heureux chaque jour? Ouh là là, ah oui. Alors, d'être super ouvert, avoir une ouverture d'esprit, voilà, de toujours laisser un doute. Euh, Ça te permet d'être objectif. Et moi, je le mets partout, hein. Mon doute, c'est dans la religion, dans le yoga, dans tout ce que je fais, je mets un petit doute, parce que, enfin, un petit ou un gros doute, mais en tout cas, il y a un doute. Comme ça me permet de rester connecté, de continuer à travailler, quoi. Parce que si c'est une conclusion, si je conclus l'affaire, eh ben, ça y est, j'arrête de bosser. Et de jamais considérer les choses comme acquises en fait. C'est ça que tu veux dire dans le doute? Yeah, acquise, ouais. Oui, aussi, mais dans le doute où, par exemple, un expert, malheureusement, a certaines façons de voir les choses. On va dire, ah, c'est comme ça ou pas. C'est comme ça et pas autrement. Et une personne assez novice va dire, ah, pourquoi pas essayer comme ça. Et en fait, des fois, on est un peu trop fermé lorsqu'on a cette croyance à 100%. On n'essaie pas de sortir un petit peu du cadre et dire, ah ouais, mais peut-être qu'il y a un autre moyen de faire les choses. Donc, l'évolution est importante. Il est important de voir les choses différemment. Dans tout ce que je fais, des fois, j'ai beaucoup plus d'expérience que quelqu'un et quelqu'un me dit, ah, mais t'as essayé comme ça? Ah ouais? Et tu essaies et tu dis, ah, mais ça marche en fait. Donc, super important d'être super ouvert et de mettre des doutes et d'être hargneux et d'y aller, quoi. Et on est dans une époque où le regard des gens est très important. Je suis désolé de dire, mais j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Au départ, j'en ai rien à faire. D'un autre côté, je suis là aussi pour porte-drapeau. Des fois, je contrarie les gens. Ça reste mes convictions, ça reste, tu vois, c'est moi ça. Mm. De rester soi et d'en même temps de garder à l'esprit que les autres sont différents et que effectivement on peut pas mettre un jugement comme ça sur quelqu'un sans vraiment connaître la totalité de l'histoire, quoi. Mhm. Et je dis aussi, tout se dit avec de la sagesse aussi. C'est-à-dire que même les choses les plus dures peuvent se dire avec de la sagesse. Donc, il est important de dire les choses. Et on est vraiment politically correct, tu vois, politiquement correct. Et on essaie toujours de faire comme la masse. Non, non, non. Faites qui vous semble bon. Mm. Et c'est quoi ton objectif maintenant alors pour terminer? Est-ce que tu pourrais me dire
Comment tu vois les choses là pour les prochains mois, les prochaines années? L'idée, ce serait de rentrer en Australie, de donner des cours de yoga, mais là, cette fois-ci en vis-à-vis, puisque les cours en ligne, c'est super, mais vis-à-vis, c'est mieux. Donner des massages et faire des reiki dans cet esprit de soigner les gens, de les aider à être meilleurs, quoi, physiquement et mentalement. D'être toujours aussi amoureux de ma femme que j'adore et ma fille. Et voilà, aider ma famille aussi, c'est super important. Il faut que ma liberté passe par leur liberté. Donc, lorsque j'aurai assez de poids financier, je ferai en sorte qu'ils soient tous libres. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Et bien sûr, laisser ce monde meilleur que je l'ai trouvé encore, ça toujours et ce sera toujours mon mot d'ordre. Bon bah c'est cool, bah écoute, merci beaucoup David. Ben, merci à toi en tout cas, merci pour ta patience. Merci. Dans cet épisode, David nous a démontré que même lors d'expériences difficiles, il avait réussi à rebondir en prenant au vol les opportunités offertes. Lors de cette conversation, j'ai donc récolté pour vous plusieurs petites clés que je vous invite à mettre en pratique ces prochains jours. 1. L'importance de faire du sport dès le plus jeune âge pour trouver un équilibre mental, émotionnel et physique, pour donner l'habitude à notre corps de se défouler et surtout lui donner envie d'en faire de façon régulière pour que ça ne soit que du plaisir. 2. Trouver une motivation ailleurs qu'en soi pour ne pas se sentir seul. Trouver un autre moteur pour avancer. Cela peut être de vouloir voir les yeux de ses enfants briller ou d'avoir une discipline de fer dans le respect d'une croyance quelle qu'elle soit. Ou, comme moi j'ai déjà pu le faire, annoncer un projet avant l'heure pour être sûr de ne plus pouvoir faire marche arrière. 3. Ne pas vouloir faire absolument comme les autres. Prendre conscience que les schémas sont différents partout sur la planète et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Les perspectives sont différentes selon notre lieu de vie, notre expérience, notre entourage. 4. Laisser cet endroit meilleur que nous l'avons trouvé. Prendre soin de notre environnement et de notre entourage. 5. Être ou devenir la meilleure personne que nous connaissons. Prendre un peu de recul et se demander comment on pourrait être encore plus fiers de nous. 6. Ne jamais considérer les choses comme acquises et surtout se remettre en question en permanence. C'est en gardant l'esprit ouvert que de nouveaux chemins peuvent se dessiner. Toutes les routes mènent à Rome, alors pourquoi vouloir utiliser absolument toujours les mêmes habitudes? Et pour finir, je vais vous demander de réfléchir à cette phrase cette semaine. Si vous pouviez changer une seule chose dans votre vie aujourd'hui, ce serait quoi? Mettez le doigt sur ce qui ne vous convient plus vraiment. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram sur le compte @provoque_podcast afin de vous inscrire à la newsletter. J'espère que l'expérience de David et les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode avec Victoria Lou, 8 ans. Si, cette petite fille a les clés du bonheur, je vous assure. Soyez bien au rendez-vous si vous souhaitez vous aussi regoûter aux joies et aux douceurs de l'enfance. À la semaine prochaine.